Bonjour Hakim. Bonjour Sylvain. Alors, Hakim, vous êtes responsable donc de Microsoft Power Platform chez Hitachi Solutions. À ce titre, vous êtes donc un expert des solutions SaaS. Ce matin, on a beaucoup entendu parler de ci, de là, de PaaS, de SaaS, de IaaS. De quoi parle-t-on au juste? Comment est-ce que vous pouvez nous définir en fait donc ces différents termes et leurs différentes applications et bénéfices? Donc en fait, avec ces trois termes, on va parler de trois niveaux de service cloud computing. Et au final, si on commence par le IaaS, qui est le premier pas finalement dans le monde du cloud, on, on va déléguer finalement l'hébergement de nos machines serveurs ou machines virtuelles à un hébergeur. On va s'occuper de gérer toute la partie OS, la partie logicielle, d'installer tout dessus, mais on ne gère plus l'hébergement de nos machines. Donc on n'aura pas besoin d'avoir de machines physiques chez nous. Si on passe au niveau PaaS, justement, Platform as a Service, là, on a un deuxième pied qui rentre dans le cloud. Et finalement, on a en plus de ne pas gérer la partie machine, on ne gère pas la partie logicielle. Donc la partie logicielle qui nous permet derrière de créer soit des applications ou des automatisations. Et le niveau final de passage dans le cloud, c'est bien sûr le SaaS. Donc là, on en a beaucoup parlé, Software as a Service, où là, on est vraiment pur utilisateur de notre logiciel qui est fourni par un hébergeur ou même un éditeur. Alors, première question, en quoi le PaaS peut-il aider à passer en mode SaaS? Donc le PaaS peut aider à passer en mode SaaS si déjà on choisit le bon PaaS qui permet de déployer des SaaS. Donc une fois qu'on a choisi ce PaaS, donc moi, bien sûr, je vais parler de Power Platform, ce qui est logique. Derrière, on n'a plus besoin donc ce qui a été dit plus tôt dans la matinée, de s'occuper de toute la partie infra, de la partie machine. On se connecte dans notre plateforme, on crée notre application, on la déploie. Donc, c'est en quelques clics quand on s'y connaît, mais c'est aussi en quelques clics aussi pour les citizen developers, donc n'importe qui dans l'entreprise qui peut se créer une petite automatisation avec un Power Automate. Donc ça permet vraiment d'aider les utilisateurs et finalement de passer en SaaS très rapidement. Et concrètement, quel est l'intérêt du PaaS par rapport au SaaS? Donc, un des intérêts que je vois, c'est notre parc applicatif. Finalement, on peut avoir plein de solutions SaaS pour couvrir tel ou tel besoin de tel ou tel service. Donc, on va souscrire à plusieurs SaaS. Avec un PaaS, déjà, on peut avoir une orientation où on se dit, par défaut, dès que j'ai un besoin qui arrive dans mon entreprise, je vais regarder comment le faire grâce à mon PaaS, donc grâce à la Power Platform. Si le besoin peut rentrer dedans, je n'ai juste qu'à déployer mon service et à donner les droits à l'utilisateur. Parce que derrière, finalement, mon PaaS, c'est une licence pour l'ensemble de tous mes SaaS. Et l'intérêt et la différence d'avoir plusieurs SaaS, où là, généralement, on doit avoir une licence par SaaS et gérer les accès SaaS par SaaS. Une mutualisation, effectivement, des licences. Mutualisation des licences et une mutualisation aussi de tous les services SaaS dans une seule plateforme. Est-ce que vous avez des cas d'usage ou des exemples à partager avec nous? Je crois que vous en avez amené quelques-uns. Oui. Donc là, en prenant l'exemple de la Power Platform, on voit que on va avoir plusieurs outils SaaS. Donc c'est la partie du haut avec Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent, Power Page et Power BI. Et en dessous, on va avoir la partie plutôt construction ou en tout cas base de données qui va nous servir justement à derrière paramétrer et configurer nos différents SaaS. Donc, si je prends un cas simple, je vais avoir un environnement. Cet environnement, il va avoir sa propre base de données qui est sur la partie du bas, donc le Dataverse. Dessus, je vais aller pouvoir créer plusieurs applications pour plusieurs services de mon entreprise grâce à Power Apps. Donc, des applications qui vont être en low-code, no-code. Donc, je peux avoir des applications qui sont très simples en no-code, faites par un utilisateur, on va dire, débutant. Et je vais avoir jusqu'à des applications très complexes qui vont gérer beaucoup d'automatisation, beaucoup de règles métiers, avec plutôt des réalisateurs qui seront des pro-codes. Donc des experts ou en tout cas des professionnels du domaine. Sur cette partie, cas d'usage, un cas concret qu'on a déjà mis en place pour un des clients qui va utiliser pas mal des briques qui sont présentes justement dans la Power Platform, c'est la dématérialisation de tout ce qui est facture. Donc si on prend l'exemple d'une entreprise qui reçoit beaucoup de factures de ses partenaires et qui veut gagner du temps, donc on va prendre l'exemple où ces factures sont reçues par email.
Donc, je peux avoir un Power Automate qui va se déclencher des réceptions d'un email qui va contenir, par exemple, le terme facture et une pièce jointe au format PDF, qui va prendre cette facture, la déposer donc, dans notre service de GED, par exemple SharePoint. Une fois que ce document est déposé, je vais aller automatiquement créer dans mon Dataverse une fiche facture qui, grâce à l'intelligence artificielle, donc AI Builder, va aller finalement scanner le contenu de ma facture, récupérer toutes les informations clés, type les différents montants, les différentes lignes de détail, commencer à me mettre ça dans ma fiche facture, dans mon Dataverse. Une fois que ce travail est fait, l'intelligence artificielle, c'est bien, mais on ne peut pas avoir confiance à 100%, surtout ça va dépendre de la qualité de la facture reçue et du format de la facture reçue. Donc là, on peut envoyer un petit message par Teams, par exemple, à une personne qui va être en charge de contrôler, donc de vérifier par rapport à l'aperçu de sa facture et la version dématérialisée si tout est cohérent, corriger si besoin, et une fois que tout est OK, valider et envoyer les informations grâce aussi encore à Power Automate dans l'ERP, soit qui est aussi dans le cloud, ou soit un ERP qui serait on-premise. On le voit là, à travers votre exemple, hein, donc l'intelligence artificielle commence à vraiment infuser l'utilisation et en tout cas l'usage du pass. Avec vos exemples, on voit bien que le pass accélère l'usage des SaaS, mais en matière d'optimisation réelle, en quoi le pass permet d'optimiser l'usage et des applications SaaS. Donc là, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, le fait d'avoir une plateforme unique, ça va simplifier le fait de pouvoir suivre tout ce qui se passe dans cette plateforme. Donc dès qu'une application est créée, je peux avoir mon tableau de bord où je vois la liste de toutes mes applications. Et grâce à ce tableau de bord, je vais aussi voir un peu l'usage de chacune des applications. Donc mon optimisation, c'est déjà de vérifier quel est mon parc applicatif dans la Power Platform, de vérifier lesquels sont les plus utilisés, donc sur lesquels je dois un peu plus me concentrer et suivre ce qui se passe. Si j'en vois certaines qui ne sont plus utilisées, là, je peux aller décommissionner l'application. Je peux aller contacter la personne parce que je sais qui a créé cette application et lui demander est-ce qu'elle est toujours utilisée, est-ce qu'il a besoin d'aide pour justement promouvoir son application. S'il n'a pas besoin d'aide et que cette application, c'était juste un test, je la supprime et ça me permet en fait de limiter donc, mon parc applicatif, de ne pas avoir des choses qui servent à rien parce que finalement, si je me connecte, je vois un ensemble d'applications et j'en ai beaucoup et je ne sais même pas à quoi elles servent, je perds mon utilisateur. Et à l'opposé aussi, finalement, dès que je vais avoir une demande, ça va me permettre de contrôler très rapidement est-ce que je n'ai pas déjà une application qui répond à cette demande pour justement éviter de créer une application en doublon. Donc, il y a aussi une optimisation sur cette partie-là. Donc, doublon, application non utilisée, elle permet vraiment d'établir une forme de gouvernance en fait des applications dans l'entreprise et d'instaurer une forme de stratégie en la matière. Tout à fait. Donc, en termes de stratégie, on va rentrer dans ce qu'on appelle des centres d'excellence. Donc, ça va nous permettre de gérer dans notre parc applicatif les applications qui vont être faites par ce qu'on appelle les citizen developers, comme évoqué tout à l'heure, et les applications finalement d'entreprise qui, elles, doivent être vraiment mieux gérées et mieux cloisonnées parce que tout le monde ne peut pas y accéder. Parce qu'une application peut ne concerner qu'un seul service et même au sein d'une entreprise, on veut quand même cloisonner les accès. Donc, mon application Citizen Dev peut être ouverte à tout le monde. Ça va concerner les sujets plutôt collaboratifs, le partage d'informations. Donc, celles-là, je vais moins les surveiller, je vais les laisser ouvertes à tout le monde. Et surtout, ces applications, ça va aussi promouvoir l'utilisation de la Power Platform au sein de l'entreprise. Ça va donner des idées, ça va donner de l'émulation. Et finalement, ça va permettre d'améliorer l'usage de la plateforme. Et son adoption au travers de toute l'entreprise et dans tous les métiers, en tout cas. Donc, l'adoption va de toute façon être une conséquence finalement de l'usage de cette Power Platform. Dès qu'un utilisateur va trouver un intérêt dans de l'automatisation qui va être mise en place super facilement ou dans une application qu'il peut créer lui-même et mettre sur son téléphone pour aller consulter ses clients par exemple ou d'autres informations qui sont partagées par son entreprise, il va en fait de lui-même se dire ok, c'est intéressant, et dès qu'on va lui proposer une autre application qui utilisera la même technologie, il va déjà être familier. Donc il pourra être onboardé beaucoup plus facilement. On peut applaudir Hakim. Merci Pour son intervention en vous remerciant.